Bonjour à toutes et à tous. Alors je ne vais pas faire exception à la règle. Je vais commencer par remercier vivement François Héran de son invitation et Laura Audasso d'avoir rendu possible ma venue ici et dire le grand plaisir et le grand honneur que j'ai à parler aujourd'hui au Collège de France dans cet amphithéâtre Maurice Halbach en plus. Alors on va faire, il y a une distinction entre les deux communications, mais en fait vous allez voir qu'il y a quand même des parallèles assez forts, si ce n'est qu'on va aller dans un versant plus positif effectivement de ces discours institutionnels en parlant de migration et de développement et en analysant cette rhétorique institutionnelle et notamment un élément de cette rhétorique. Mais pour commencer, avant d'en venir au thème directement, je voudrais commencer par vous montrer deux cartes de la Méditerranée. Alors la première qui date de 2021 et qui montre les vies sauvées en Méditerranée et qui est une carte qui a été développée par l'agence européenne Frontex, que vous connaissez bien, et une seconde qui a été créée en 2019 par deux géographes qui participent notamment à l'anti-atlas des frontières et qui montrent cette fois-ci les personnes portées disparues ou mortes en Méditerranée. Alors on a deux approches très différentes d'une même réalité, mais finalement ce qu'on voit, c'est qu'on a une même langue pour dire ce réel, c'est l'usage des chiffres et l'usage des statistiques. Et d'ailleurs, ces deux cartes sont basées sur les mêmes données statistiques, les données de l'Organisation internationale des migrations. Alors, certains chercheurs, aux côtés du GISTI, mais plus récemment aussi à l'Institut Convergence Migration, ont développé des réflexions importantes sur le choix des mots, et on vient d'en parler, le choix des mots utilisés pour décrire les migrations, et notamment les mots utilisés par les institutions. Je voudrais aujourd'hui proposer une réflexion sur un autre aspect de cette rhétorique, c'est effectivement l'usage des statistiques, c'est-à-dire des chiffres et des nombres, pour dire les expériences migratoires, et on va le faire à partir d'un exemple concret. Au début de mes recherches, je me suis particulièrement intéressé au lien entre migration et développement, et j'ai lu à cette époque-là beaucoup de rapports institutionnels de l'ONU, du PNUD, et l'usage de la statistique dans ces rapports m'avait particulièrement frappé, et donc j'avais essayé d'analyser ça dans un article qui est paru dans la revue Mots, les langages du politique, qui va être la base de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors avant de commencer, je décide tout de suite un point important, c'est qu'il n'est pas du tout question, vous allez voir que je vais développer une approche assez critique de cette rhétorique institutionnelle, mais il n'est pas du tout question de remettre en doute la production de ces statistiques. Ce qui est l'objet de ma réflexion, c'est l'usage qu'on fait de ces chiffres. Et l'objectif, ça va être de vous montrer ce que ces chiffres mettent en avant, ce qu'ils cherchent à nous dire, et puis, si j'ai le temps aussi, ce qu'ils laissent dans l'ombre. Alors, pour introduire un peu les choses, et l'exemple concret que je voudrais prendre avec vous aujourd'hui, c'est effectivement ces liens entre migration internationale et développement. Alors depuis maintenant 15-20 ans, le système des Nations Unies, en particulier l'ONU, mais on pourrait ajouter d'autres organisations comme la Banque mondiale, c'est notamment ce qu'ont montré les travaux d'Antoine Pécou, donc ce système des Nations Unies pense et envisage les migrations à l'aune du développement et principalement d'un développement socio-économique des pays de départ. Mais plus largement, ces organisations considèrent que les migrations peuvent et même doivent être un vecteur de développement pour tous les acteurs concernés. Alors je vous donne une citation qui est issue du dialogue de haut niveau qui avait été tenu à l'ONU en septembre 2006 et qui avait donné lieu à la création d'un forum mondial sur la migration et le développement, où on explique en fin de ce dialogue qu'il y a un consensus qui commence à se former sur le fait que les pays peuvent collaborer afin de rendre la situation avantageuse à la fois pour les migrants, pour leur pays d'origine, et pour les sociétés qui les accueillent. Alors là, on n'est plus dans une optique du win-win, c'est du gagnant-gagnant-gagnant pour tous les acteurs concernés, et c'est une approche qui finalement perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Alors même s'il y a un essor, et surtout une institutionnalisation au début des années 2000 de cette thématique, ces liens en fait, entre migration et développement ne sont pas une thématique tout à fait nouvelle. C'est une perspective que l'ONU adoptait déjà dès les années 1960, notamment avec des débats intenses à cette époque-là sur les migrations qualifiées du sud vers le nord et des critiques très fortes qui étaient émises de la part des pays d'origine qui voyaient une fuite des cerveaux
et qui accusait les États du Nord non seulement d'en profiter, mais possiblement aussi de l'encourager. Et puis, à partir des années 80-90, avec le développement fort des pays asiatiques, qu'on a en partie attribué au retour massif de la diaspora qualifiée, ces déplacements ont été progressivement interprétés comme un moyen d'attirer des compétences au Nord, effectivement, mais aussi d'avoir des retombées pour les pays d'origine et les pays du Sud. Et donc, en 30 ans, le système des Nations Unies a réussi à intégrer une revendication critique des pays d'origine, à reprendre la main sur ces échanges, à redéfinir les termes du débat, puisqu'on ne parle plus en termes de pertes, mais on parle aujourd'hui en termes de gains, et à construire un consensus politique large autour de l'idée que les migrations internationales peuvent être un vecteur de développement, et donc y compris pour les pays d'origine. Alors, ce n'est pas une approche nouvelle, je vous renvoie sur ces questions, notamment aux travaux de Hein de Haas, mais ce qui change en revanche par rapport aux années 60-70, c'est la façon de le dire. Dans les années 60-70, on avait des échanges très moraux, très éthiques, très politisés, qui confrontaient les intérêts nationaux des États du Sud et des États du Nord. On parlait de pertes, de coûts, de pillages, avec des mots très durs. Et le débat était d'ailleurs porté par les pays non alignés de la guerre froide. Mais désormais, dans les rapports, dans les études, dans les communiqués des organisations internationales, dont vous voyez qu'il y a une production très dense ces dernières années par différentes institutions, l'argumentaire s'appuie maintenant sur un constat chiffré qui est présent et qu'on retrouve tout au long du processus, que ce soit dans le constat, dans l'orientation proposée par ces organisations internationales, mais aussi dans la publicisation de leurs discours. Alors, un usage des chiffres qui augmente donc ces dernières décennies. Alors, ce recours aux statistiques, il tient d'abord effectivement à une cause structurelle. C'est que dans les années 60-70, on n'a pas à disposition les données suffisantes, les données statistiques pour évoquer ces chiffres. On a quelques chiffres de migrants, du nombre de migrants qualifiés qui partent et reviennent dans leur pays d'origine, mais pas beaucoup plus dans ces rapports. Et on appelle plutôt à produire des statistiques et à renforcer les données dont on dispose sur ces questions. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ça ne tient pas seulement, l'usage exponentiel des chiffres ne tient pas seulement au fait qu'on a plus d'études disponibles. Il y a une autre raison, d'autres raisons plus conjoncturelles d'abord, qui tiennent à cet usage des statistiques. C'est d'abord que dans les années 90 marquent le tournant du New Public Management, c'est-à-dire ce tournant néolibéral qui encourage l'évaluation des politiques à l'aune de critères quantitatifs. Et donc la culture du chiffre va envahir progressivement les politiques nationales, mais aussi les politiques internationales. Et puis, dans les années 2000, va émerger un discours expert auprès et dans les organisations internationales. On va notamment utiliser un vocabulaire technique et uniformisé auquel les acteurs de ces organisations sont formés lors de séminaires. Et notamment, on va les former aux enjeux des migrations internationales, c'est-à-dire qu'on socialise les acteurs de ces institutions, on leur apprend à utiliser les mêmes mots, les mêmes référents, et y compris dans des ateliers de formation qui sont ouverts aussi aux hauts fonctionnaires nationaux et aux responsables d'ONG, ce qui va favoriser aussi la diffusion de ce consensus large. Alors, on va en venir au cœur du propos et au cœur de cette rhétorique, en essayant de regarder comment se crée ce discours basé justement sur une expertise technique et statistique dans le système des Nations Unies. Alors comment marche ce discours ? Première étape du raisonnement, c'est de montrer et d'insister sur l'importance numérique majeure des migrations internationales. Alors dès les premières pages de tous ces rapports institutionnels, on nous explique que 3% de la population mondiale vit en dehors de son pays de naissance, c'est-à-dire 200 millions de personnes hors de leur pays d'origine. Et puis on a parfois, si ça ne suffit pas, des images, des métaphores un peu plus originales en disant notamment que regrouper ces 200 millions de personnes constituerait le 5e pays de la planète en termes de population. Alors, je vous donne un exemple d'un rapport de 2004 du Bureau international du travail qui concerne le cas de l'Afrique et de la diaspora africaine.
Et on voit qu'au cours de ce paragraphe, on va mentionner à la fois... Alors, si vous le lisez intégralement, vous allez voir même qu'on peut finir par être perdu parce qu'il y a un va-et-vient constant entre les flux internationaux et les flux qui concernent seulement le continent africain. Mais on agrège dans ce paragraphe à la fois les réfugiés, les personnes déplacées, les travailleurs migrants, leurs familles, et puis dans d'autres rapports, on agrège aussi les étudiants. Donc, on ne cherche pas à présenter ça comme des sous-catégories d'un ensemble, mais on entretient un flou et on présente des flux qui s'additionnent et on va même parfois jusqu'à inclure, pour grossir encore les effectifs des diasporas, les deuxième et troisième générations issues de ces premières migrations. Ensuite, on va insister particulièrement sur le fait que les migrations internationales augmentent. Cette mention des flux massifs, elle s'additionne souvent d'une dimension plus prospective. Dans ces rapports, on explique que les écarts de développement entre les pays du Sud et les pays du Nord augmentent. C'est le cas dans un rapport, je ne prends qu'un exemple, un rapport de l'Organisation internationale du travail qui mentionne que le salaire moyen des travailleuses marocaines est 10 fois plus élevé en Espagne et 16 fois plus élevé en France qu'au Maroc, et que cet écart tend à se creuser. Et donc l'idée, c'est que mécaniquement, puisque ces écarts de développement se creusent, les migrations qui en découlent vont augmenter. Je passe sur l'idée que ces écarts de développement sont donc présentés comme la cause principale des migrations, ce qui serait très discutable, mais ce n'est pas le sujet du jour. Autre mention, l'idée que ces flux migratoires augmentent, mais aussi qu'ils se diversifient. Les chiffres appuient particulièrement le fait que les causes des migrations se multiplient. Alors, dans les rapports des années 2000-2010, on évoque les crises économiques, les troubles politiques, les blocages sociaux, et à cette époque, on ne parle pas encore du terrorisme international qui s'est rajouté à la liste des possibles causes. On mentionne aussi le fait que les formes des migrations se transforment, qu'on n'a pas seulement des flux classiques, comme ça pouvait être le cas auparavant, du pays d'origine au pays d'accueil, mais qu'on a des migrations qui sont décrites comme plus pendulaires, plus circulaires, faites d'allers-retours, et donc que ces chiffres appuient l'idée qu'on est entré dans un monde hyper mobile. Et puis dernière diversification qui est mise en avant par les chiffres, le fait que les pays de destination sont de plus en plus nombreux. Donc tout est fait pour que le conséquent marque les esprits. Et on a notamment l'utilisation d'un champ lexical de la croissance. Dans ces rapports, tout augmente, tout croît, tout se multiplie. Alors j'avais fait mes propres statistiques sur certains de ces rapports, et notamment certains des rapports emblématiques, et notamment celui du PNUD en 2009, dont je reparlerai tout à l'heure, qui s'appelait « Lever les barrières », dans lequel on utilise 110 fois les termes « augmenter » et « augmentation », mais seulement 19 fois le terme « diminuer » et « diminution ». Et par contre, on utilise 62 fois le terme « réduire » et « réduction », mais là, c'est pour préciser que les migrations peuvent réduire la pauvreté, et donc là, il y a une optique plus positive. Sinon, tout est plutôt mis sur l'augmentation et la croissance. Et alors, si le lecteur n'est toujours pas convaincu du caractère massif de ces migrations internationales, on ajoute quelques derniers arguments à cette rhétorique. L'idée d'abord que les migrations internationales sont fortes, mais que ce n'est rien à côté des mobilités régionales, qui sont la partie immergée de l'iceberg. En 1960, 80% des migrations partaient du sud vers le nord. Aujourd'hui, la majorité des flux migratoires s'effectuent du sud au sud. Ça, c'est la première idée qu'on met en avant. Et ensuite, l'autre qui augmente encore cette impression de flux massif, c'est que non seulement il faut considérer ces millions de migrants, mais il faut aussi à chaque fois ajouter leurs familles. Dans le rapport tout à l'heure du BIT que je citais, qui parlait à l'époque de 16 millions de migrants africains, le rapport dit que ces mobilités, je cite, touchent la vie de centaines de millions de personnes à travers le continent, parce qu'il faut inclure ces familles. Alors, deuxième étape de la rhétorique, une fois cet argument d'autorité générale posé, le fait que les migrations sont massives et qu'elles augmentent, il y a un point qui va particulièrement focaliser l'attention, c'est celui des flux financiers ou des envois de fonds ou des remises migratoires, selon les expressions qui peuvent être utilisées, qui est un point qu'on connaît bien ou qu'on croit connaître. J'y reviendrai à la fin de cette intervention. Et là, dans cette perspective des flux financiers, le cumul des expériences individuelles frappe,
puisqu'on parle de circulation monétaire qui deviennent colossales. Alors on a 3 façons de décrire ces flux financiers qui sont associés aux mobilités. La première, c'est de faire une comptabilité globale. Et alors là aussi, on voit année après année dans les rapports que les chiffres augmentent. L'OCDE, en 2002, explique qu'on voit circuler 150 milliards de dollars d'envoi de fonds. Le Fonds international de développement, en 2006, parle de 300 milliards de dollars. Et la Banque mondiale, en 2019, évoque 550 milliards de dollars. Au passage, d'ailleurs, même les rapports francophones évoquent le chiffre en dollars et non pas en euros, notamment, parce que ça fait des sommes aussi plus importantes à constater. Les chiffres sont ensuite donnés parfois en dollars par habitant. Je vous en ai donné un exemple ici qui vient d'un rapport de l'OCDE en 2006. Alors, ce qui sert à comprendre quels sont les pays qui donnent le plus en proportion de la taille de leur population et en proportion aussi de la taille de leur diaspora, ce qui en fait n'a pas vraiment grand sens et grande utilité pour la compréhension générale de ces envois de fonds, mais si ce n'est de donner l'impression que finalement chaque habitant d'un pays reçoit en quelque sorte une partie de ces fonds. Et puis dernière façon de le dire, c'est qu'on va retraduire ces flux monétaires, ces envois de fonds, en les comparant à d'autres indicateurs économiques. Alors vous serez par exemple ravis d'apprendre qu'en 2002, les envois de fonds représentaient 40% du PIB des Tonga ou représentaient 216% des exportations de la Cisjordanie et de Gaza, ce qui est une information qui ne sert pas non plus en soi à grand-chose, mais qui permet là aussi de dire que ces flux sont massifs. Et plus sérieusement, on ajoute surtout en fin de paragraphe que ces sommes dépassent aujourd'hui, en tout cas bien souvent et dans beaucoup de pays, à la fois le montant de l'aide publique au développement et celui de l'investissement à l'étranger. Donc cet argent en circulation, il représente des sommes démesurées, des sommes infiniment grandes, et en plus on ajoute, quand on évoque ces flux financiers, qu'ils n'ont pas cessé de croître ces 10 dernières années. Et effectivement, même dans les moments de crise économique, ça a été le cas en 2008, on a vu s'observer une légère stagnation de l'augmentation de ces flux financiers, mais pas de recul. Et là commence alors à poindre une idée dans ces rapports institutionnels, c'est que ces migrants, en tant qu'acteurs individuels, sont en fait plus efficaces que les mécanismes d'aide et d'investissement des États et des organisations internationales, puisque eux résistent aux crises économiques. Et qu'il faut donc non seulement faire avec ces flux, mais peut-être, je vais y revenir, les encourager. Alors encourager ces flux d'autant plus que ces migrations sont décrites comme naturellement bénéfiques au développement. Pardon. Alors je vous donne un exemple d'un rapport de 2011 coécrit par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Le continent africain a beaucoup été au centre de ces différents rapports institutionnels sur les liens entre migration et développement, qui explique que les remises, donc ces transferts financiers ou ces envois de fonds, sont le lien le plus central et le plus tangible entre la migration et le développement. Alors souvent, c'est affirmé un peu tel quel, de manière parfois assez mécanique, et pourtant, ces flux financiers, ils suscitent beaucoup de critiques et beaucoup de débats. On leur reproche plusieurs choses, notamment d'être investis dans des domaines qui sont jugés peu productifs, notamment l'immobilier, de favoriser la consommation de produits importés, d'augmenter l'inflation des pays d'origine dans lesquels les migrants envoient de l'argent, et surtout d'accroître la dépendance des pays du Sud, alors non plus à l'aide internationale, mais aux envois de fonds de leur diaspora. Alors, tous ces rapports institutionnels ne font pas l'impasse sur ces critiques, mais vont mobiliser de nouveau les chiffres pour y répondre, et en expliquant notamment que, toutes choses égales par ailleurs, ces flux gardent quand même un impact positif sur la réduction de la pauvreté, puisqu'elles permettent de favoriser l'épargne, de favoriser l'accès à l'éducation, de favoriser l'accès aux soins. Mais dans ce cas-là, les choses vont être faites de manière plus approximative, plus allusive. On a moins de données chiffrées à ce moment-là. C'est plus la proportion précise, c'est plus le pourcentage qui compte, c'est la tendance générale qui compte. Et pour démontrer ces liens entre migration et développement, on va donc jouer sur la force de l'évidence et l'évidence du nombre.
L'idée que, puisqu'on a des dizaines de millions de migrants qui envoient des centaines de milliards de dollars à des centaines de millions de personnes, il est forcément possible d'en tirer quelque chose pour les États du Sud, malgré ses limites. Alors, je voudrais clore cette première partie sur la façon, le discours et la rhétorique chiffrée, avec quelques remarques générales, 3 remarques générales sur cette rhétorique. Je l'ai dit, les statistiques sont l'outil rhétorique principal qui prennent toute la place et tout le volume dans ces rapports. On a presque, là encore, dans le rapport 2009 du PNUD, on est à 3 pourcentages par page, ce qui fait beaucoup, parce que les pages sont assez petites et condensées. Mais on a surtout des chiffres qui sont avancés très souvent, parfois répétés plusieurs fois au cours du rapport qui est lui-même jalonné d'encadrés, de graphiques, de tableaux statistiques, et rapport qui se termine très souvent par des annexes statistiques qui sont imposantes, qui souvent prennent même plus de place que le corps même du rapport. Et donc, les données statistiques sont non seulement un outil rhétorique principal, mais deviennent le seul mode d'administration de la preuve. Dans un rapport de 2011, celui de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, sur 193 pages, il est mentionné 123 fois le mot « enquête » et 193 fois le mot « données ». Alors, en général, on n'explique pas quelles sont ces enquêtes, comment elles ont été menées, qui les a commanditées, comment elles ont été faites. Mais la seule mention d'une enquête statistique récente est gage de sérieux. Et comme le dit le sociologue Albert Augien, on joue sur la valeur sociale du chiffre, qui consiste, je le cite, à doter le chiffre, tant que personne ne se demande s'il est vraiment objectif ou pas, de 3 propriétés, celle d'être vrai, neutre et incontestable. En revanche, à aucun moment dans ces rapports, on ne va mentionner, on va mobiliser des enquêtes de sciences sociales qui sont faites de manière plus qualitative. Là, ce n'est pas du tout une source qu'on mobilise dans ces rapports institutionnels. Deuxième point, comme l'indique Roselyne Coren, qui est chercheuse en sciences du langage, les nombres sont l'outil principal de narrativisation du propos. Ils servent à mettre en intrigue le récit, à interpeller le lecteur. Et dans ce cas-là, on va chercher le chiffre, dans ces rapports, le chiffre souvent le plus évocateur. On va citer tel ou tel cas national, pour ça que vous voyez apparaître tout à l'heure les Tonga. On va citer parfois tel ou tel cas individuel. C'est le cas dans ce rapport du PNUD de 2009 de Roanne, dont on nous explique qu'il est un exemple parmi des millions de personnes. Ce qui démontre une approche par les bonnes pratiques. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si telle approche fonctionne bien dans tel ou tel pays ou dans tel ou tel cas individuel, il n'y a pas tout à fait de raison pour ne pas l'exporter ailleurs. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que cette logique des bonnes pratiques fait qu'on balaye ou qu'on ne questionne pas tout à fait le contexte historique, le contexte socio-politique de tel ou tel pays, voire même le contexte biographique de ce pauvre Roanne qui se trouve là mobilisé un peu à son insu. Troisième point, et dernier point général sur cette rhétorique, c'est que la faiblesse de l'outil statistique pourrait venir décrédibiliser l'argumentaire. Et au contraire, ce qu'on observe, c'est que dans ces rapports, le manque de chiffres et le manque de statistiques va même devenir une force de l'argumentaire. Les organisations internationales expliquent souvent sans détour qu'elles manquent de données encore, même si la situation est meilleure que dans les années 60-70, et qu'il faudrait encore produire d'autres enquêtes pour avoir des données plus fiables. Mais dans ces cas-là, on va retourner l'argument en expliquant que les données officiellement enregistrées, je cite l'expression qui a été utilisée dans certains rapports, et notamment celui du PNUD, que les données officiellement enregistrées par les statistiques sous-estiment les phénomènes analysés. L'idée, c'est qu'on joue encore une fois sur une évidence manifeste. Les réalités migratoires sont en fait encore plus massives que ce qu'on veut bien le dire et que ce qu'il n'y paraît. Alors, une fois que j'ai commencé à expliquer ces logiques et les logiques de cette rhétorique basée sur les statistiques, se pose une question. Est-ce qu'on a face à nous un discours neutre ? Alors, il y a dans ces rapports institutionnels, dans cette rhétorique, on observe un double mouvement, celui de quantification et celui de technicisation, qui entraîne ce que Pierre Bourdieu appelait dans Ce que parler veut dire, la naturalisation de l'ordre social. C'est-à-dire que ça consiste à annuler le politique pour jouer justement sur l'évidence.
Et les nombres jouent un rôle important dans cette logique, et dans cette logique de naturalisation de l'ordre social, puisque c'est un moyen de légitimer son argumentaire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a une sorte de force du chiffre, une sorte qui aurait sa véracité propre, sa vérité intrinsèque. On utilise les statistiques, pour citer Rosaire Cusseau et Corinne Gobin, pour montrer que, je cite, que la force de l'argument repose sur du concret, du vrai et donc de l'indiscutable. Donc il y a une vraie force du chiffre qui sert l'argumentaire. Mais est-ce qu'on a pour autant face à nous un discours expert neutre et dépolitisé, c'est-à-dire une sorte d'état des lieux un peu objectif des réalités sociales? Effectivement, dans ces rapports, ces récits statistiques ont l'apparence du pur bon sens, mais ils sont en réalité des discours normatifs. Alors je vous laisserai vous-même juger de la pertinence sociale ou politique de ces discours normatifs. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce sont des discours qui prescrivent l'usage de ces statistiques, et là pour prescrire plusieurs choses. Première prescription qui est faite par ces organisations internationales, c'est l'idée qu'il faut que les acteurs politiques laissent faire les circulations, et en particulier les circulations des élites migratoires, ou celles qu'on appelle les migrations qualifiées, d'étudiants, d'ingénieurs, de professionnels de santé, etc., parce que ce sont de ces migrations qualifiées qu'on considère qu'on peut tirer le plus de profit, à la fois financier et à la fois en termes de compétences. Et c'est tout le sens, d'ailleurs, c'est pour ça que je le reprends souvent, ce rapport de 2009 du PNUD qui s'appelait « Lever les barrières ». C'était vraiment le centre, et ça a été un des premiers à affirmer avec autant de force cette idée, qui est que plutôt que de lutter contre les migrations, ce qui paraît impossible vu leur aspect massif, eh bien, il faut essayer d'en profiter, c'est-à-dire de mettre en place des politiques qui permettent, je cite ce rapport du PNUD de 2009, de maximiser leur impact sur le développement. Donc laisser faire les circulations pour pouvoir augmenter le développement. Deuxième prescription, c'est l'idée qu'il faut privilégier comme moyen du développement l'action individuelle plutôt que l'action étatique. Alors là, ce n'est pas tout à fait une vision neutre, c'est une vision néolibérale de la mondialisation, donc pas tout à fait une vision dépolitisée. Et cette question de l'action individuelle, elle est très liée à un intérêt économique très fort de ces envois de fonds. C'est que ces milliards de dollars qui sont transférés chaque année à travers la planète, ce n'est pas seulement une promesse de développement humain pour tous les pays du Sud, c'est aussi la promesse d'un marché gigantesque, un marché entrepreneurial pour ces sociétés de transfert. Et personne ne s'en cache, hein, c'est tout à fait admis et assumé. Je vous donne un exemple d'un des rapports de l'OCDE en 2006, qui est assez emblématique de tous les autres. L'idée que les frais pour transférer les fonds, les frais demandés par les sociétés de transfert sont très élevés, et que ça renforce l'informalité des pratiques, que chacun va plutôt passer par un transfert d'argent de la main à la main ou par la valise. Et l'idée, c'est de dire que, en tout cas c'est ce que encourage l'OCDE, qu'il faudrait encourager plutôt la concurrence entre ces sociétés de transfert pour faire diminuer les tarifs et donc encourager les migrants à utiliser ces sociétés de transfert. Et puis l'autre recommandation, l'autre prescription qui n'est pas présente tout à fait là dans l'extrait que je vous ai donné, c'est l'idée aussi de miser sur l'innovation, c'est-à-dire de favoriser la dématérialisation des envois, notamment par le téléphone portable, etc., pour encourager là aussi les gens à utiliser ces sociétés de transfert et donc pouvoir canaliser leurs envois et donc les tirer profit de ces flux financiers. Alors quand on regarde cette rhétorique experte sous cet angle plus politisé, il est assez surprenant de constater que ces discours ne sont pas, ou en tout cas sont très peu remis en question. Alors c'est vrai que les discours positifs sont à contre-courant de ce qu'on entend habituellement, mais ce lien qui est fait entre migration et développement est assez peu remis en question. Autant on peut avoir des polémiques vives sur les chiffres de l'immigration, le contexte actuel nous en donne suffisamment d'exemples réguliers, autant sur les liens entre migration et développement, on observe effectivement un consensus de tous les acteurs. Ce n'était pas simplement une formule en l'air tout à l'heure que je citais de la Banque mondiale. D'abord parce qu'il y a une reconnaissance symbolique forte
de ces organisations internationales sur les migrations et de leur expertise sur les migrations. Et pour reprendre la logique de Pierre Bourdieu, et là aussi qui a été évoquée tout à l'heure dans la première communication, non seulement ces statistiques font acte d'autorité, parce que le chiffre impose une vérité, mais ils sont aussi un acte autorisé, c'est-à-dire un acte d'un acteur qui est reconnu comme légitime pour énoncer ces chiffres, parce qu'il est reconnu comme expert sur ces questions de migration internationale. Ce qui étonne plus, en revanche, c'est la reprise de l'argumentaire que soutient ces chiffres. Même dans des espaces très contestataires, comme le Forum social mondial, on évoque les migrations aujourd'hui au prisme du développement. Et finalement, dans les mêmes termes que toute cette rhétorique que je vous ai citée du système des Nations Unies, je n'en prends qu'un exemple, qui est tiré d'un livre qui est issu d'un colloque du CRID, le Centre de recherche et d'information pour le développement, qui est un collectif d'associations de solidarité internationale. Pardon, je suis en retard. Et vous voyez donc ce livre qui est issu d'un collectif d'associations qui explique que ces 200 millions de migrants dans le monde représentent 3% de la population mondiale, c'est-à-dire que 97% de la population mondiale n'est pas migrante, mais les migrants représentent la 5e population après la Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Indonésie. Exactement les mêmes termes que ce que met en avant la Banque mondiale dans ses rapports avec, là on peut cocher toutes les cases, les 200 millions, les 3% et le 5e pays. Alors sous cet angle, cette reprise par des acteurs contestataires de ces liens entre migration et développement, elle donne tout à fait raison au sociologue Abdelmalek Sayad, qui expliquait que les acteurs politiques, les acteurs associatifs, les chercheurs, pensent souvent l'immigration au prisme d'une théorie économique des coûts et des profits de l'immigration. Et cette théorie, je le cite, ne devient intelligible pour l'entendement politique que si les profits dépassent les coûts. Et effectivement, dans le débat actuel sur l'immigration, on a cette idée que la question qui reste souvent posée et en suspens, qui est très présente, c'est qu'est-ce que coûte et qu'est-ce que rapporte l'immigration ? Est-ce que la balance est suffisante pour qu'on continue dans cette voie ou pas ? Et surtout, à qui ça coûte et à qui ça rapporte ? Alors, je voudrais simplement terminer sur un dernier point, parce que le titre annonçait ce que ce discours institutionnel faisait dire et mettait en avant les chiffres, mais aussi ce que ce discours institutionnel laissait un peu dans l'ombre. Alors, je vais finir rapidement, et on pourra y revenir dans les échanges, en évoquant quelques points aveugles de cette rhétorique institutionnelle, pour montrer deux choses. D'abord, pour reprendre les termes de la sociologue Delphine Serre, que tout se passe comme si, je la cite, « tout se passe comme si les tâches difficiles à mettre en chiffres se trouvaient du même coup privées d'existence sociale et de légitimité, et que donc il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire parce qu'on ne peut pas les mettre en chiffres. » Et pour montrer d'autre part, ce qui me semble important à indiquer, parce que c'est aussi ce que le contexte politique fait peu, c'est toute l'utilité des enquêtes de sciences sociales et des enquêtes qualitatives de sciences sociales pour comprendre justement ces phénomènes migratoires et pour essayer de creuser certains de ces thèmes. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire de mon côté. Alors, vous pourrez creuser en allant parcourir deux articles que j'avais écrits. Le premier en 2013 dans la revue Autre part, qui n'existe plus depuis, malheureusement, et le second plus récent dans la revue Politique africaine, qui sont deux articles qui creusent un peu ces questions de migration, de développement, d'envoi monétaire, et qui essaient de le faire à partir d'enquêtes de terrain menées aux Comores et au Togo. Mais je vais simplement dresser deux, trois idées qui ressortent de ces deux articles et qui sont peu mises en avant par la rhétorique institutionnelle. C'est qu'effectivement, les images qu'on a toutes et tous en tête liées à la migration, que ce soit les cotisations dans les tontines, que ce soit les envois par Western Union, etc., viennent conforter une définition sociale de l'immigration et de l'immigré comme pourvoyeur de ressources. On a là une fonction, c'est une approche assez fonctionnaliste de la migration, c'est que la migration a une fonction, le développement, et donc l'envoi de fonds participe à cette fonction de l'immigration. Sauf que ces imaginaires qu'on a tous en tête ne se vérifient pas forcément et pas nécessairement dans toutes les enquêtes de terrain et dans tous les cas de migration. Alors je vais simplement dresser trois idées, trois réponses à trois questions.
D'abord, est-ce que cette circulation monétaire dont on parle beaucoup dans les rapports institutionnels, est-ce qu'elle est si naturelle que cela? A priori, non. En fait, quand on va enquêter dans les pays d'origine et auprès des familles, on se rend compte que ça ne va pas tout à fait de soi. D'abord, je le dis rapidement, mais c'est pareil, on pourra y revenir, parce que les observations démontrent plutôt que les envois qui sont faits sont plutôt des petites sommes. Alors oui, effectivement, des petites sommes mises bout à bout font des grands flux de milliards de dollars, mais on est à chaque fois face à des toutes petites sommes qui sont envoyées assez irrégulièrement, qui font l'objet de négociations familiales, parfois tendues, dont les usages sont multiples et dont les usages évoluent surtout au fil de la trajectoire d'un migrant et au fil de son histoire familiale. On ne fait pas la même chose au début, on n'envoie pas pour la même chose au début de sa migration qu'à la fin, et surtout on n'envoie pas pour la même chose si on est le premier à partir de sa famille ou si on est déjà la deuxième ou troisième génération à partir. Deuxième question, est-ce que cette circulation monétaire se fait à sens unique, c'est-à-dire toujours du nord vers le sud? Est-ce que c'est toujours l'immigré qui est pourvoyeur de ressources? En fait, d'abord, le premier point important, c'est que ces circulations, elles sont vraiment multidirectionnelles. Je prends qu'un seul exemple d'un enquêté togolais qui était étudiant à Strasbourg avant de rester en France, de créer une société d'import-export et aujourd'hui de vivre à cheval entre Strasbourg, Bruxelles et Lomé. Quand je l'interroge, quand j'essaie de comprendre un peu son parcours migratoire, mais aussi la circulation de l'argent dans son parcours, en fait, l'argent, dans son cas, et ses revenus professionnels circulent dans beaucoup de directions, d'abord à destination de ses partenaires économiques, en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Ensuite, circule vers le Togo, mais dans plusieurs lieux, vers sa famille, vers un restaurant qu'il a ouvert, vers une association d'aide aux jeunes ruraux qu'il a mise en place, et puis aussi vers un projet agricole qu'il est en train de monter au moment où je suis en train de l'interroger, et puis aussi circule vers la Belgique, où résident sa femme et ses 2 enfants. Donc là, et c'est un cas qui pourrait paraître très poussé à l'extrême, mais en fait non, ça se retrouve dans beaucoup de parcours, cette circulation très multidirectionnelle. Et puis dernier point, est-ce que cette circulation monétaire est le seul fait des immigrés eux-mêmes, et est-ce que la famille, du coup, ne fait que recevoir et dépendre de ces envois monétaires? En fait, non. D'abord, la famille peut, mais ça on le sait bien, participer au départ à aider un migrant à partir, à aider un proche à partir, mais elle peut continuer surtout à soutenir la migration tout au long d'un parcours. Et en fait, le sens de la circulation, le sens géographique, le sens spatial de la circulation de l'argent dit beaucoup de choses des positions sociales des individus, puisque dans les familles modestes, dans les familles notamment rurales, c'est effectivement plutôt celui ou celle qui part qui va envoyer, si ce n'est au départ, mais qui va ensuite envoyer de l'argent à sa famille. Sauf que ça peut s'atténuer au fil de sa trajectoire, ça peut s'atténuer au fil des générations. En revanche, ce qu'on dit beaucoup moins, c'est que dans les familles des classes moyennes et des classes supérieures, c'est pas du tout l'immigré, ou que ce soit une ou un immigré, qui envoie de l'argent à ses proches. Au contraire, tout au long de la trajectoire, ce sont les parents, ce sont les frères et sœurs qui envoient de l'argent pour étudier, pour lancer des projets professionnels, etc. Et ces flux-là, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont en fait très nombreux et ils sont aussi très présents dans les expériences migratoires. Alors, je conclus par ce point. On comprend alors que dans cet horizon migratoire qui est très hétérogène, l'enjeu du développement, qui est devenu, du fait de cette rhétorique institutionnelle, une véritable injonction économique et politique très forte, en fait, elle pèse davantage sur certains que sur d'autres, sur certaines familles que sur d'autres. Et donc, si on schématise un peu, en tout cas je vais schématiser dans ce mot de conclusion, l'idée que je voulais développer avec vous, c'est que ces organisations internationales, en réalité, elles demandent, ou elles encouragent, mais elles prescrivent, elles demandent aux plus modestes d'être les responsables à la fois de la sortie de leur propre vulnérabilité sociale, mais aussi d'être les responsables de la sortie des difficultés économiques, en tout cas d'une grande partie des difficultés économiques de leur pays d'origine, ce qui est un poids énorme qu'on fait peser sur quelques épaules en particulier, et qui ne sont pas forcément les épaules les plus à même pour répondre à ces questions. Je vous remercie de votre attention.
Bien, merci pour ces deux exposés. Vous avez, Marie Vignard, donc expliqué que un « et » pouvait cacher un « mais », que ce « mais » pouvait cacher une hiérarchie. Et je crois que c'est l'originalité de votre recherche, c'est d'avoir montré cela en faisant jouer les deux versions, hein, le mode élaboré et le mode formulaire. C'est comme ça que vous l'appelez, oui, c'est ça. Et le mode formulaire, et que l'exégèse du mode formulaire, l'interprétation du mode formulaire, n'est possible que par confrontation avec le mode élaboré. Hein. C'est ça que j'ai trouvé et qui vraiment est le point, je pense, original de votre étude par rapport à d'autres analyses qui existaient déjà. Voilà, donc alors je ne sais pas si je vais poser moi-même mes questions, mais je m'aperçois que j'ai un peu tendance à laisser peu la parole au public, et donc je suggère que l'on puisse tout de suite poser des questions à Marie Vignard, si vous le souhaitez. Oui, monsieur.